Bonjour et bienvenue à L'Expérience humaine. Dans cet épisode, je reçois Nora Bussigny, qui est journaliste, chroniqueuse aussi, qui a récemment publié un livre tout à fait génial intitulé Les Nouveaux Inquisiteurs et qui porte sur, vous l'aurez deviné, la culture woke. Mais dans son ouvrage, Nora n'aborde pas la question woke sous l'angle de l'intellect ou de façon académique. Elle l'aborde sous l'angle de l'affect et c'est d'ailleurs ce qui rend son livre, selon moi, absolument intéressant. D'autant que pour ce faire, pour réaliser son projet, elle s'est plongée pendant toute une année dans la culture woke. Elle est devenue elle-même woke, elle s'est créée une identité woke sur les médias sociaux, elle a participé à des mouvements, des conférences et puis des marches woke. Dans notre entretien, on discute de ce qu'elle a fait, on discute de ce qu'elle a appris aussi, mais nous parlons aussi de son expérience sur le plan humain pour comprendre comment certaines personnes peuvent se radicaliser. Comment on peut se perdre et perdre tous nos repères quand on s'immisce dans une dynamique qui est tout à fait clivée et souvent malheureusement déconnectée de la réalité. Donc, on discute du lien que l'on peut faire entre le mouvement woke, qui semble donner réponse, du moins en apparence, à tout, même si ces réponses sont parfois décousues, et le vide et même la souffrance psychologique que ressentent ceux qui adhèrent à des mouvements comme celui-ci. Bonne émission. Nora Bussigny, bienvenue à l'émission. Nora, vous êtes journaliste d'investigation en France pour Factuel et Le Point notamment. Vous êtes aussi chroniqueuse et vous avez rédigé différents bouquins, différents ouvrages, dont Milieu, Surveillante, mais aussi Les Nouveaux Inquisiteurs, qui, je dois le dire, est un livre absolument fascinant et qui est d'ailleurs le sujet de notre échange, notre discussion aujourd'hui. Donc, cet ouvrage, Les Nouveaux Inquisiteurs, il porte sur la culture woke. Vous aviez, je pense, déjà abordé le wokisme dans d'autres textes que vous avez rédigés, mais avec les Nouveaux Inquisiteurs, vous abordez la question de façon différente et je pense tout à fait unique, et c'est ce qui distingue votre livre, mais aussi votre démarche. Vous dites d'ailleurs en introduction de votre livre que la plupart des auteurs abordent la question woke sous l'angle de l'intellect et non de l'affect, alors que l'affect est tout ou presque tout dans le mouvement woke. Donc, pour ce livre, vous êtes vous-même devenu woke pendant toute une année. Expliquez-nous un peu d'abord pourquoi ce projet et puis comment vous avez fait. Merci en tout cas déjà de me recevoir, je suis ravie de cet échange. Alors en fait, vous avez déjà mis le doigt sur une des raisons qui m'ont poussée à faire cette enquête. C'est conjointement 2 articles que j'ai rédigés pour les 2 médias avec lesquels je collabore, que sont des médias français, Marianne et également Le Point. Il s'agissait donc de cette enquête, dans Le Point sur des anciens militants, des causes antiracistes, LGBT, féministes, qui étaient revenus de dérives militantes qu'ils avaient observées, qui avaient fait les frais de cabales, de cancel culture intra-militante et qui du coup acceptaient de se confier pour me le raconter. Et conjointement pour Marianne, j'ai couvert une manifestation qui se tient à Paris le 8 mars pour la Journée internationale des droits des femmes. Et parmi les actions qui sont menées lors de cette manifestation, c'est de dénoncer les violences qui sont faites aux femmes. Et lors de cette manifestation, en fait, des femmes, des militantes ont été tabassées, et vraiment tabassées, pas juste bousculées, tabassées par d'autres militants qui les accusaient de transphobie. Et en fait, conjointement d'entendre d'un côté des anciens militants qui avaient fait les frais de tout ça, et de l'autre côté, voir des militantes qui se faisaient frapper à une journée où on vient dénoncer les violences faites aux femmes, je me suis dit, mais en fait, à chaque fois, j'arrive trop tard. J'arrive trop Mhm. tard dans le sens où je recueille des témoignages, j'écoute pendant des heures ces personnes, mais moi, je ne le vis pas, je ne le constate pas. Et comme j'écris pour des médias qui sont techniquement des médias très, très centristes, mais qui sont considérés comme d'extrême droite, comme fachos, pour ces militants qui, eux, sont, on va dire, woke, mais Mhm. on pourra reparler du terme ensemble, il m'était très compliqué de pouvoir, ne serait-ce juste que solliciter une interview. Mais en fait, je me suis dit, quoi de mieux que de moi-même le vivre de l'intérieur pour pouvoir en parler. Voilà pourquoi j'ai décidé d'entreprendre cette démarche de l'immersion. Et alors, vous me demandiez comment j'ai fait. En fait, déjà, j'ai eu la chance d'avoir de l'aide de beaucoup de militants, des militants LGBT notamment, qui ont pu me dire, eh bien, tu devrais aller dans cet événement-là parce que cet événement, nous, on est homosexuels, mais comme on est blanc, on ne peut pas y aller. Ou alors, comme on est gay, mais on n'est
pas trans, on peut pas aller là-bas, ou parce qu'on n'est pas des femmes, ou ceci ou cela. Ou en fait, il m'aiguillait en me disant, va dans l'extrême, parce que moi, ça me permettait aussi d'avoir une forme de limite, parce que moi, je voulais pas que tous les militantismes soient vus comme de l'extrémisme. Et je suis, à titre personnel, très progressiste, et je ne voulais pas que soit catalogué le fait d'être homosexuel comme le fait d'être woke. C'est un distinguo que j'ai tenu à faire dès que le livre est sorti, et c'est pour ça que je me suis entretenue avec des militants. Donc en fait, grâce à ces conseils-là, mais également grâce aux réseaux sociaux, il m'a été très facile de me façonner une identité en ligne et une forme de faux CV militant qui m'a permis de pouvoir participer à des événements. Ouais, donc vous êtes devenu woke, vous avez rejoint différents groupes. Donc, le premier, je crois que c'était Féministes déprimées en relation hétéronormative. Leur slogan, il est génial, leur slogan, une preuve que l'orientation sexuelle n'est pas un choix, il existe des femmes hétéros. Donc, autrement dit, Tout à fait. c'est ça. Et puis, c'est un groupe qui était interdit d'emblée aux hommes cisgenres. Donc, on va prendre peut-être un instant, puis on Bien va le sûr. faire au fur et à mesure. Qu'est-ce que ça veut dire cisgenre? Bah alors, je vais peut-être présumer de votre genre, mais je crois que vous êtes sans doute un homme cisgenre, auquel cas je suis navrée de vous mégenrer. Et une personne cisgenre, moi aussi j'en suis une, c'est une personne qui est née dans un sexe assigné à la naissance et qui se reconnaît dans ce sexe-là. Donc, qui ne souhaite pas entamer une transition pour passer dans un autre, bon, ils disent pas le mot sexe, ils disent le mot genre, Ouais. pour pouvoir transitionner. Voilà, donc nous sommes dits cisgenres. Parfait. Donc, vous avez rejoint ce groupe. Vous avez ensuite rejoint le groupe SOS Hommes Blancs, Cis et Hétéro Opprimés. Quand j'ai vu ça, mais ça fait rire parce que quand j'ai vu le terme au début, je m'attendais à un groupe un peu comme les incels. Connaissez-vous les Ah incels? oui, bah, je connais bien, oui, oui. Oui, c'est ça. Donc, C'est les un peu hommes. c'est le sujet de mon premier roman et de mon deuxième livre, Les Incels, justement. Et Donc, moi les aussi, j'ai hommes. cru comme vous, et en fait, pas du tout. Non, non, c'est ça. En fait, c'est un groupe qui, en fait, c'est tout le contraire. Donc, il mettait l'accent sur le fait de reconnaître nos privilèges, le privilège d'être homme, le privilège d'être blanc, puis ainsi de suite. Puis le but, et là, je cite vos propos, en fait, leur propos, c'était de se moquer des personnes qui ont ces privilèges. Donc, on est vraiment dans un autre registre, on n'est pas du tout dans le registre des incels. Ensuite, il y a eu Nous toutes. Ah oui. Mhm. Et là, vous vous êtes exposé, je crois, je pense de mémoire, c'était la toute première conférence formelle à laquelle vous avez participé, qui était celle des hijabeuses. Exactement. Pourriez-vous nous raconter un peu? Bien sûr, alors c'était une conférence en ligne parce que j'ai quand même pas osé me mouiller immédiatement. Je voulais d'abord assister à un événement, mais en sécurité de chez moi, prendre des notes, voir la manière dont le discours se tient et les interventions se font pour être la plus cohérente possible et pour surtout ne pas dénoter. Donc c'était une rencontre qui est organisée par le collectif Nous Toutes, qui est un collectif féministe et qui recevait cette fois-ci les hijabeuses. Les hijabeuses en France, c'est un groupe de jeunes femmes qui sont, bah oui, qui sont plutôt jeunes. Je crois qu'elles sont tout juste majeures ou en études supérieures et qui en fait pratiquent le football. Le football français et en fait elles Le ont soccer ici, le soccer. oui c'est ça voilà le football et elles ont en point commun le fait de porter le hijab, donc un voile qui n'est pas un voile non plus intégral, mais qui cache les cheveux. Et ce qui leur pose problème, c'est qu'en fait, on leur demande, lorsqu'elles sont en compétition, elles participent à des matchs, de retirer leur hijab, parce que ça fait partie des règles appliquées en France. Et en fait, elles ont créé ce collectif pour pouvoir réussir à avoir le droit de porter le hijab sur les terrains de football. Et en fait, elles étaient reçues par nous toutes pour saluer déjà leur courage, leurs engagements, et qu'elles expliquent encore mieux bah, l'islamophobie qu'elles subissent en France. Particulièrement jusque sur le terrain de foot, ce qu'elles ressentent, la violence que c'est pour elles de devoir retirer leur hijab, de devoir renoncer pour certaines au foot, parce qu'elles préfèrent renoncer au football plutôt qu'au fait de retirer leur voile. Et après expliquer, grâce à l'aide d'une sociologue qui les soutient dans leur collectif, d'expliquer bah, quels sont les points qu'elles veulent entreprendre par la suite pour pouvoir parvenir à avoir gain de cause. Mhm. Et puis, je crois que vous avez rapporté, en fait, vous avez entendu des propos qui vous ont choqué, qui ont fait que vous vous êtes remise en question lors de cette conférence-là? Oui, bien sûr. En fait, il faut savoir que moi, j'ai expliqué dès le début, dès la préface, que la question du Ouais. port du voile, la question de l'islam sont des questions qui me touchent énormément, pour lesquelles je sais que je ne suis pas, je suis de parti pris dans le sens où l'islam est une religion qui fait partie de ma famille. Je ne suis pas du tout musulmane, mais j'ai des personnes dans ma famille qui ont été voilées, on va dire, sans leur consentement, de force. Ouais. Euh,
Et donc ce sujet-là me touche beaucoup et moi j'ai toujours questionné le port du voile en France en tout cas, même dans d'autres pays évidemment, mais alors en France aussi. Et en fait, en les écoutant, j'ai senti déjà que ça remuait beaucoup de choses en moi, parce que j'étais pour la première fois pas dans une démarche de vouloir débattre, contredire, avancer les arguments que je connais très bien, mais juste une démarche très passive d'écoute et d'essayer de les comprendre au mieux pour le livre. Et en fait, je me suis dit très vite: «Mais est-ce que finalement c'est pas moi qui ai une islamophobie intériorisée?» Et parce que ces pauvres jeunes filles, finalement, on les oblige à retirer quelque chose qu'elles ont envie de porter. Et peut-être que c'est moi qui ai un discours dévoyé, en fait, finalement, et qui a une posture qui peut être violente. Et j'ai essayé vraiment, et c'est ce que j'ai essayé de faire tout le long du livre, d'expliquer pleinement ce que je pouvais ressentir et les contradictions que ça m'amenait. Ouais. Vous avez mentionné 2-3 fois déjà dans notre entretien la question de la violence. Et puis c'est très Oui, présent dans votre livre aussi. tout à fait. C'est vraiment un élément qui a attiré mon attention. Vous rapportez par exemple des commentaires qui ont été lancés au cours de différentes manifestations qui sont à mon avis très violentes. Donc par exemple, une personne qui lance à une vieille dame, il a traité de sale vieille blanche de merde. Il y a toute une invitation à détruire le mythe républicain, une dénonciation de la violence de la police, mais en même temps, on les traite, les policiers, donc les flics, on les traite, les policiers de tous les dons, on se moque d'eux, on les traite de bâtards, hein, hors Ah, camping, bien sûr. le fameux Mhm. hack. Puis on appelle même à leur assassinat avec Ah oui, oui. les flics, tuent les policiers, tout ça. Donc c'est très, très, Mhm. très violent. Ce qui est curieux, puis vous y avez fait allusion, c'est que c'est un peu une violence qui est à géométrie variable. Donc, d'une part, pour ces gens, en appeler à tuer des policiers, par exemple, c'est pas violent. Non. Ça serait juste, ça serait même peut-être justifié selon eux. Par contre, puis on le voit bien dans votre bouquin, ces mêmes personnes estiment que, par exemple, mégenrer une personne, c'est-à-dire utiliser le pronom il, elle au lieu de yel quand la personne se dit non-binaire, Mhm. est considéré comme étant d'une violence absolument inouïe. Oui. Mais aidez-moi un peu à comprendre. Vous avez exactement le doigt, encore une fois, sur une chose que j'ai pu observer tout au long de mon immersion et dont j'ai hélas fait les frais à la sortie du livre, mais ça, je pense qu'on y reviendra peut-être un peu plus tard. Mais en fait, c'est sur ce déplacement du curseur de la violence. Vous le dites très bien, moi j'ai entendu dans les mouvements que j'ai infiltrés, des mouvements anti-police, des phrases comme un bon flic est un flic mort, un Oui. flic, une balle, justice sociale, ce genre de propos. J'ai vu des actions très violentes, mais de l'autre côté, moi, j'ai passé un an à n'entendre que ce terme de violence. C'est une violence systémique, l'État est violent, c'est violent. En fait, tout est ressenti comme une violence absolue, des choses qui, moi, me paraissaient pas forcément violentes. Par exemple, dire le pronom yel au lieu du pronom AL, un pronom que j'ai découvert pendant l'immersion, pour eux, c'est une violence. Utiliser un dead name. Le dead name, c'est le prénom qui a été attribué à la naissance à une personne qui a transitionné, qui depuis ne veut plus utiliser ce prénom-là, mais un autre prénom. Ça, c'est une violence inouïe. Et en fait, on voit qu'il y a tout au long de cette immersion une forme de perte des repères de la violence. Et c'est ce qui, je pense, leur permet de se dire, mais bien sûr que oui, moi, j'ai envie de tabasser ces filles-là qui sont dans la rue parce qu'elles sont violentes, parce qu'elles sont transphobes, parce qu'elles nient mon identité de personne trans. Donc, je n'ai plus d'autre choix que de devoir les tabasser, en fait. Et en fait, c'est ce qui en vient à justifier, eux, une forme factuelle et pour le coup légale, illégale, pardon, de violence, là où eux ressentent comme une violence. Et je pense que ça vient aussi d'une sorte, alors c'est très commun en France, on va avoir une forme absolue de bienveillance. Qui est de dire que tout ce qui est vécu comme dur doit être absolument annihilé pour pouvoir que les personnes ne souffrent pas. Et je pense que moi, c'est des gens que j'ai pu côtoyer pendant cette immersion qui se permettent de le faire. Mais en même temps, pour élaborer un peu plus sur ce même thème-là, pour vous dire pour pas que les gens souffrent, donc pour que les gens ne souffrent Mm, plus, mais si on se met à la place, puis vous soulevez plusieurs contradictions, donc euh, les gens qui semblent payer les frais de certaines démonstrations, souvent c'est des gens qui viennent de classes sociales défavorisées, les travailleurs qui vont ramasser, mm, donc qui vont faire le ménage après une manifestation, mais par exemple, le policier, lui, donc, vous interviewez aussi un policier noir qui parle un peu de son expérience. Donc, ces gens-là, ils ne souffrent pas.
Bien sûr, mais en fait, là, pour eux, ils sont considérés comme des collabos. J'ai interviewé, en effet, vous faites référence à Abdoulaye Kanté, qui est un de mes amis et qui est policier, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Policier, enfant de la République, qui est noir et qui fait les frais d'un racisme quotidien ahurissant. Oui, il m'a montré les messages qu'il reçoit tous les jours. Il reçoit, par exemple, de la part de ces militants-là, hein, pas de militants, il me le dit très bien, c'est très, très rarement des militants d'extrême droite. C'est toujours des militants anti-police qui sont généralement, donc, ils se reconnaissent, ils s'expliquent comme Antifa. Ils sont des mouvements, appartiennent à un mouvement d'extrême gauche. Mhm. Et il reçoit tous les jours. Pourriez-vous expliquer Antifa? Bien sûr, c'est l'acronyme d'antifasciste. C'est des personnes qui disent qu'ils luttent contre le fascisme. Et le fascisme, évidemment, c'est moi. Alors, également, c'est toujours l'extrême droite. Voilà. Ouais. Et il reçoit des messages comme, je cite, nègres de service. Il leur dit que ce sont voilà, que c'est un singe de service, qu'il est à la botte des blancs, qu'il est un traître. Et ça, c'est ce qu'on va beaucoup, beaucoup retrouver chez beaucoup de policiers et policières qui ont l'outrecuidance d'être, je n'aime pas ce terme-là, mais je vais l'employer durant l'entretien parce que c'est important de montrer la gravité de comment eux, c'est devenu usuel, racisé. Ouais. Racisé, ça veut dire, moi, c'est ce qui m'a été utile pendant mon immersion, racisé, ça veut dire que je ne suis pas seulement blanche, j'ai des origines, j'ai pu naître dans des pays qui ont souffert, qui souffrent du racisme, et je suis censée souffrir du racisme. Et, Mhm. et voilà, et lui, en tant que dit racisé, eh bien, il trahit ses frères pour les blancs et pour un État raciste. Ouais, c'est ça. Donc, il n'y a aucune sympathie, il n'y a aucune empathie possible envers ces personnes-là, même la plus élémentaire. Non, il y a très, très peu, enfin, en fait, il y a pas d'empathie, et j'ai pu le voir à la sortie du livre, parce qu'on sent encore une fois, il y a une contradiction, absolue entre ce qu'ils vont, prêcher, sur le fait que, par exemple, les femmes, sont encore plus victimes que les hommes de cyberharcèlement, que, les femmes, bah, vous voyez, la manifestation, sont victimes de violences, qu'il faut combattre toutes les violences faites aux femmes. Mais par contre, si une femme elle est accusée de transphobie, là, on peut en effet la tabasser. Ça, c'est Mhm. normal. C'est ça. Donc, on nage toujours dans la Ah oui, contradiction. On le voit toujours, on le voit très bien dans votre livre. Vous donnez plein oui, d'exemples, oui. des exemples gravissimes, d'autres peut-être moins graves. Donc, un premier exemple, je pense que vous donnez, c'est que dans une assemblée, il y a une femme qui est enceinte, qui n'a Ah pas pu oui, s'asseoir. Moi, ça m'a marqué quand même. Donc, bien sûr. tout le monde évite de croiser son regard, c'est ce que vous écrivez. Puis, Mmh. encore plus, on évite de céder sa place. Et puis, cette dame finit par recevoir des remarques qui sont, si j'ai bien compris, désobligeantes. Oui, bah, qu'elle s'assoit par terre, quoi, dans un Ouais, puis coin, elle a fini par s'asseoir par terre, cette dame. oui, Mais c'est quand même exactement. curieux parce que c'est un festival, c'était dans le cadre d'un festival qui portait le nom de Safe Space, donc espace Exactement, safe place, ouvert, en effet. et qui voulait, enfin, moi, ce que j'en comprends, qui en principe devrait être accueillant, inclusif. Donc ça n'a aucun sens pour moi. Encore plus que accueillant et inclusif, c'est un lieu qui garantit pour les femmes et les minorités de genre un espace dépourvu de toute forme de violence et de discrimination. Et il est garanti que dans cet espace-là, les personnes qui viennent, les personnes qui interviennent ne vous feront pas ressentir une quelconque souffrance, une quelconque violence, quelle qu'elle soit. Et c'est pour ça que c'est encore plus paradoxal pour cette femme enceinte, contrainte. Et moi, j'étais avec une amie qui m'accompagnait, qui a eu le réflexe de se lever. Et c'est moi qui lui ai dit, attends, reste assise. Reste Je assis. veux qu'on aille au bout de la contradiction. Et ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire durant l'entièreté de mon immersion, c'est de pousser de manière très innocente les personnes au bout de leurs contradictions, mais sans influencer. C'était juste en questionnant. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a justement au bout de la contradiction? Le vide. Le Le vide. vide, je l'ai vu à maintes reprises, parce que déjà, ce sont des personnes qui sont extrêmement virulentes en ligne, Mhm. mais qui, quand elles sont en face, elles ont beaucoup de mal à avoir une idée cohérente et un phrasé cohérent. Ils ont aussi beaucoup de mal avec une forme de dynamisme, sauf quand ils sont en gros groupe. Et encore, tout est très mal organisé, tout est trop dur, très complexe à gérer. Le nombre de fois où c'était moi qui prenais les affiches et qui disais, bon, allez, on y va, là, c'est bon, on a compris, tout le monde a donné ses pronoms, on avance. Parce que c'était très frustrant même pour moi. Et j'ai fait, si vous voulez, j'ai deux exemples qui me viennent de moments de contradiction absolue. C'était notamment j'ai refait une immersion à la fac, à une fac parisienne où on enseigne la sociologie.
parce que je voulais voir comment ça se Ouais. passait sur un campus Donc, et surtout comment on c'était enseigne la sociologie. Paris 8, c'est ça? Exactement, Ouais, Paris je 8. connais Paris 8. Et J'ai donné une conférence là, il y a peut-être 3 ans. Donc, c'est un campus quand même, ou une université avec beaucoup d'histoire. voilà, en effet, en effet. Et alors, donc, dans ce campus-là, était proposé de laisser une salle à des groupes militants qui veulent se réunir intra-campus. Et il y avait un groupe militant que moi j'ai rejoint, associatif étudiant, qui était un groupe pour pouvoir faire une sorte de révolution, une énième révolution féministe dans la fac. Et en fait, ce groupe-là avait dit dès le départ qu'il était formellement interdit aux hommes cisgenres, quels qu'ils soient. Et moi, je m'étais dit drôle, parce que d'habitude, ils mettent cisgenre, mais hétérosexuel et blanc. Là, c'est bizarre parce qu'ils mettent pas les homosexuels et ils mettent pas les personnes dites racisées, enfin les hommes racisés. Donc, je vais à cette réunion. Encore une fois, la fac leur prête très gentiment une salle de TD. Donc, ça se passe intra-salle, c'est-à-dire que dans cette salle-là, n'avait pas le droit de venir durant la réunion ces hommes-là. Et du coup, moi, je vous pose très gentiment. Je commence. C'est à l'université, c'est dans une université publique. On peut Bien sûr, plus. dans une. Ah oui, oui, en effet. Qu'en Vous principe, faites très bien. euh, en fait, devrait être laïque. Je sais qu'il y a différents principes rattachés aux universités françaises, laïques, puis de par certaines historiques devraient favoriser ou soutenir la liberté universitaire, mais aussi mise sur le fait que, bon, il ne faut pas qu'il y ait d'exclusion, certainement Non, systématique, et puis aussi une recherche de l'objectivité aussi. Mais là, c'est pas comme ça que ça se passe du tout. non, du tout. Et en fait, moi, je me suis dit, il faut jamais, en tout cas, c'est ce que j'ai fait pendant l'immersion, ne jamais trop attirer l'attention sur moi, tout en étant un peu participer un petit peu quand même, parce que sinon ça sert à rien. Et là, je me suis dit, je vais leur poser des questions un peu innocentes en me disant, bah voilà, je voulais venir avec des amis à cette réunion, parce que moi j'ai envie de m'engager dans le collectif. Et le problème, c'est que c'est des amis qui sont noirs et qui sont gays. Et je disais, moi, ce que je comprends pas, c'est que pourquoi ils n'ont pas le droit de venir dans la salle avec nous et de participer, parce que bah, c'est pas juste. Eux aussi, ils subissent des discriminations, donc je reprends tout leur discours habituel. Eux aussi, ils subissent des discriminations, ils subissent des violences. Peut-être même plus que moi en tant que femme cisgenre et blanche. Enfin voilà, je sors toujours un argument parce qu'il faut toujours un petit peu s'autoflageller aussi. Et, euh, et là, du coup, je me retrouve face à le néant absolu de par les organisatrices qui finissent par m'esquisser une réponse, me dire bah oui, mais bon, nous on a décidé de faire sans eux parce qu'en fait ils peuvent déjà aller un peu partout. Donc là, moi, j'assiste un tout petit peu en disant mais non, justement, on sait très bien que les personnes racisées souffrent du racisme, les personnes homosexuelles souffrent de l'homophobie, ils ne peuvent pas aller tant que ça partout. Si, mais dans toutes les autres associations de la fac, ils peuvent venir. Du coup, bah là, on ne voulait pas qu'ils viennent. Donc on a un endroit sans eux. Et je leur disais, mais oui, mais du coup, mais pourquoi est-ce que Mhm. c'est pas parce que si on est là pour lutter contre les discriminations? Ouais, mais ils ont déjà d'autres endroits, ici, ils ne l'auront pas. Fin du dialogue. Et en fait, là, je me suis dit, ok, donc en fait, il n'y a pas d'argument. Et c'était direct, allez, on passe à autre chose. Ok. Deuxième point, je suis à Dijon, Dijon qui est donc une petite ville française, parce que j'ai fait exprès de ne pas rester qu'à Paris, parce que Ouais. je m'attendais déjà des clips Mhm. sortiraient, mais c'est un phénomène parisien, arrêtez, Mhm. voilà, pas du tout. Donc je suis allée notamment dans plusieurs villes, dont Dijon, et à Dijon se tient une manifestation de nuit interdite aux hommes cisgenres hétérosexuels. C'est très bien dit, c'est marqué sur l'affiche, c'est scandé absolument partout par les organisatrices avec des haut-parleurs assez forts. Elles disent les hommes, moi j'ai l'enregistrement encore, les hommes hétérosexuels cisgenres, vous partez, cet espace n'est pas pour vous. Ce Est-ce que c'est soir, nous allons légal? défiler. Est-ce que c'est légal? Non, c'est absolument illégal. Mais il y a eu plein de choses qui ont été illégales, ils en ont conscience. On y reviendra sur la Pride radicale si vous voulez qu'on en parle, parce que ça, c'est là où j'ai vu qu'ils avaient très bien conscience de ce qu'ils font. Mais en tout cas, elle le scande. Et surtout, en plus, il fallait savoir que ce soir-là, M. Gérald Darmanin, qui est notre ministre de l'Intérieur, était présent à Dijon pour un rendez-vous. Et donc, alors là, ils étaient tous en folie, anti-police. On a le symbole de la police, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, je vois arriver un groupe d'hommes impressionnant déjà, avec tous des bandeaux, des cagoules. Je vois certains, ils ont des bâtons, des pattes, ils ont des bombes pour taguer, ils ont des gros suites avec marqué Antifa, AK, enfin voilà, anarchiste, pardon, enfin pas mal de sigles. Et je vois qu'un truc, c'est qu'ils attendent que ça démarre. Ils sont limite à se taper la batte sur la main.
Et du coup, moi, je vais voir les organisatrices et je leur dis: «Excusez-moi, vous venez de dire à 3 reprises, à hurler dans le micro qu'il faut que les hommes, partent et là, enfin, quand même, on a un groupe de mecs, qui restent, qu'est-ce qu'on fait?» Et là, elles les regardent et elles sont hyper embarrassées et elles finissent par me dire: «Bah oui, mais nous, on ne peut pas aller les voir, on ne veut pas présumer de leur genre. Ça se trouve, et bah, ils se considèrent comme des femmes ou ils se genrent au neutre ou ils sont peut-être non binaires, donc ils ne sont pas cisgenres et ils risquent de vivre, de manière très violente, le fait qu'on les mégenre si on leur demande de partir. Donc on pense qu'ils vont sans doute partir d'eux-mêmes si on continue à le répéter dans le micro». Évidemment, ils ne sont pas partis et évidemment, ils ont tout tagué et tout cassé et voilà. C'est incroyable, incroyable. Oui, c'est Mais on est pas incroyable. dans une contradiction. En fait, vous avez tout plein d'exemples dans votre livre. Ah oui, oui, Tout à fait génial. Il y a des gens qui participent au mouvement woke, qui se disent écolos, en même temps jettent leur bouture de cigarettes par terre, oui. les plastiques d'affiches, les collants, on les jette par terre. Euh, il y a des personnes qui se disent, ah, mais ça j'ai trouvé l'exemple génial, donc une marche woke anticapitaliste, mais pour faire leurs affiches, ils ont des cartons de Amazon. Amazon, donc Ah, forcément, il faut c'était incroyable. Ah ouais, ah, c'était un moment trop drôle parce que j'avais eu une femme, une militante trans qui me faisait tout un discours en me disant à quel point c'était une honte qu'on continue à manger de la viande encore aujourd'hui. Elle fumait ses clopes, elle les jetait par terre en même temps qu'elle me parlait. Après, elle chiffonne ses trucs d'autocollants qu'elle jette par terre. Elle prend sa pancarte au dos Amazon et devant c'est Vive l'écologie contre le capitalisme. Et là, je me suis dit, ok, c'est exceptionnel, on a le jackpot. Oui, c'est génial, mais en fait, vous avez plein d'exemples comme ça. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai aimé beaucoup votre livre. C'est-à-dire que c'est très descriptif, mais on nage toujours dans cette contradiction-là. On n'arrive pas à trouver nos repères. Il y a un exemple aussi, pour rester sur le sujet des contradictions, puis c'est une démarche, vous y avez fait référence un peu plus tôt, parce que je sais que vous avez participé à plusieurs marches. Oui, Euh, et puis là, c'est une marche qui partait, si j'ai bien compris, du parc Rosa Parks. Rosa Parks, oui. qui, on le sait, c'est une Américaine qui avait combattu, une des premières à combattre la ségrégation aux États-Unis. Mais dans cette marche, ironiquement, il y avait de la ségrégation qui était organisée et puis qui était voulue. Il fallait pas, vous y avez fait allusion, il ne fallait pas que les Blancs se mélangent aux personnes dites racisées. Puis on allait aussi loin que de diviser séparer des couples. Donc, si un partenaire était blanc en couple avec une personne racisée, vous donnez l'exemple d'un couple gay dans votre livre. Donc, un est racisé, l'autre est blanc, mais ils ne pouvaient pas faire partie du même cortège. Non, il fallait les séparer, les envoyer à des groupes. Donc, vous avez participé à ça. Non seulement vous l'avez vu, mais vous avez aussi activement, dans le cadre de votre immersion, participé à ça. Comment est-ce que les gens réagissaient quand vous les Alors, c'est approchiez? très important ce que vous dites. En fait, cet événement, la Pride radicale, je crois que c'est celui qui a fait le plus de bruit au moment où le livre est sorti, puisque c'est un extrait qui a été diffusé dans Le Point, justement. En fait, cette Pride radicale, c'est donc une Pride. Nous, on a la Pride qui s'organise chaque année à Paris. Et cette fois-ci, là, c'est un pendant. Ils avaient décidé que la Pride habituelle était encore trop capitaliste et qui va aller faire une nouvelle Pride anticapitaliste pour les droits des migrants et des minorités violentées par l'État. Donc la première édition en 2021 avait réuni 20 000 personnes. Et pour donner un ordre d'idée, parce que c'est vraiment très important, je le martèle à chaque fois, mais je veux que les gens aient conscience de ça, c'était 40 000 personnes à l'édition à laquelle moi j'ai participé. Incroyable. Mais c'est énorme parce que à chaque fois j'essaie de marteler les chiffres parce que j'ai essayé de faire en sorte de toujours récupérer les chiffres des manifestations auxquelles je participais pour pas qu'on croie que c'était 10 personnes réunies pour pouvoir scander des slogans. Non, c'était 40 000 personnes. Moi, j'ai été engagée à cette Pride-là pour faire partie du service d'ordre. Donc j'avais une formation en amont anti-répression pour gérer les forces de l'ordre, mais également, comme je suis donc toujours racisée, moi c'est une Pride qui était en non-mixité. Non-mixité, ça veut dire, comme vous avez très bien dit, qu'il y avait tous les cortèges de tête qui étaient réservés aux personnes racisées. Ensuite, il devait y avoir normalement, et ça on va y revenir, un cortège pour les personnes trans, donc interdit aux personnes cisgenres. Après, il y avait un cortège pour les personnes non valides. Et enfin, il y avait le cortège des privilégiés, donc c'était les blancs. Nous, déjà, pendant la formation, c'est assez lunaire parce que premier écueil, ils ne savent pas comment trier les juifs. C'est vraiment dit comme ça. Ils disent les juifs, l'année dernière, on les a mis avec les privilégiés, mais bon, ça nous a un peu causé des soucis. Est-ce que cette année, on les trierait pas, on les mettrait pas avec les racisés? Ils ne savaient pas trop quoi faire. Finalement, ils se disent bon, bah, ok, les juifs, cette année, on les met avec les racisés. Deuxième problème, ils disent, pour pouvoir faire, alors eux, ils disent appliquer la non-mixité, parce que c'est un jargon tellement élégant de dire ça plutôt que de dire factuellement qu'on trie des blancs. Ils disent, on ne peut pas mettre des blancs pour trier d'autres blancs. Il faut qu'on mette des racisés pour trier des blancs.
Donc nous, les racisés, on doit lever la main et on dit: «Bah oui, moi je me porte volontaire pour trier des blancs», mais le problème, c'est qu'on n'est pas beaucoup de racisés. Donc là, ils disent: «Ah ouais, mais comment on va faire? Ils sont pas assez, nous on attend, 40 000 personnes, ça va pas pouvoir se faire» et on peut pas démarrer évidemment la marche parce qu'on a eu énormément de retard, on peut pas démarrer la marche si, tous les blancs sont pas bien triés. Parce que c'était vraiment dans les attentes et on peut les retrouver dans les commentaires sur Instagram. Il y a beaucoup de manifestants qui ont dit: «Cette année, hein, on veut que ce soit bien appliqué, hein, la non-mixité», parce que l'année dernière, il y avait encore beaucoup de blancs, hein. Donc là, ils ont dit: «Il faut pas qu'on rigole avec ça, il faut qu'on trie correctement». Donc, en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre des blancs pour trier d'autres blancs. Donc, est venu le résultat de mettre les blancs venaient en renfort de nous, les racisés, pour pouvoir nous accompagner s'il y avait de la résistance, s'il y avait des blancs qui ne voulaient pas. Résultat, vous me demandiez comment ils ont réagi. Le jour J, je n'ai jamais vu autant de docilité et de soumission de la part des blancs. Donc, Euh, vous leur dites, écoutez, vous êtes blanc, vous ne ouais. pouvez pas faire partie de Moi, j'ai cette... été folle, c'est ça. Je viens vous voir et je vous dis bonjour. Donc là, vous êtes avec votre groupe d'amis. Ouais. Je viens vous voir et je vous dis bonjour. Excusez-moi, mais là, en fait, c'est un cortège en non-mixité. Donc, les cortèges du début sont réservés seulement, on ne doit jamais dire interdits, ils sont réservés seulement aux personnes racisées. La plupart des personnes ne savaient pas ce que c'était. Ils me disaient, mais c'est quoi racisé? Et ben, je leur dis, par exemple, c'est des personnes qui souffrent du racisme. Toi, tu ne souffres pas de racisme parce que tu es blanc. Alors là, malheur à la personne qui disait mais il existe du racisme anti-blanc. Là, c'était Manu Militari, on l'expédie en lui disant c'est une honte, ça c'est l'extrême droite, ça va pas, tu t'en vas. Et sinon, on disait bah voilà, donc nous, là, on laisse les personnes racisées entre elles, toi, il faut que tu partes. Et là, du coup, j'avais toujours droit à des excuses, des pardons, on s'en va tout de suite. Et finalement, et c'est ce moment où je me suis sentie vacille, c'est ce moment précis où je me suis dit, ouais, il y a un problème. La seule personne qui m'a résisté, c'est une personne dite racisée, donc vous en parlez tout à l'heure, c'est ce couple mixte, dont l'un était maghrébin et l'autre était blanc. Son mari obéit parce qu'il est désabusé, et c'est cette personne, ce monsieur maghrébin, qui me crie dessus et qui me dit mais ça va pas bien ou quoi? Je refuse d'avancer, je n'avancerai pas tant que mon mari ne marche pas avec moi. Nous, on est homosexuels, on s'est fait tabasser dans la rue parce qu'on se tenait la main. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de marcher ensemble main dans la main parce que moi je suis racisée et que lui il est blanc, mais ça va pas, mais vous êtes fous. En fait, il faisait que il me hurlait dessus, mais en fait, il me hurlait tout ce que moi, je savais très bien. Mais à Mhm. cet instant-là, c'est là où je me suis dit, il y a un problème, c'est que j'étais en colère contre lui. Et je voulais juste qu'il obéisse aux ordres et qu'il arrête et qu'on avance comme ça, que je continue à remplir ma mission qui était de repérer des blancs et de les trier. Et du coup, en fait, j'étais super en colère contre lui. Et en plus, je ne pouvais pas lui dire ce qui se passait parce qu'on est toujours à deux, on est toujours accompagné d'un binôme. On ne doit jamais se séparer même pour aller aux toilettes, la personne attend devant. Du coup, je ne pouvais pas lui dire les choses. Et en fait, j'ai senti ce moment de vacillement dans mon esprit parce que j'arrivais plus à être en empathie avec lui, j'étais plus en colère. Incroyable. Donc, le binôme, c'est quelqu'un qui vous accompagne. Ça me fait penser, ma conjointe est allemande, elle a vécu en Allemagne de l'Est, et puis forcément, la famille, ils ont fait l'armée, et puis jamais un soldat pouvait être seul. Donc, ils étaient Ah, toujours bah, avec voilà. l'autre, justement, pour éviter la fuite. Donc, c'est un peu la Ah même. bah c'est un bon exemple. Et du coup, alors en plus, eux qui sont anti-armée, anti tout ce que vous voulez de l'ordre, c'est très ordonné sur ça. Et oui, on ne pouvait jamais se séparer, on était toujours avec un binôme. Moi, mon binôme était une femme transgenre, racisée, hein, du coup, et elle était toujours avec moi, et elle veillait au grain parce qu'elle-même, elle était engagée dans le militantisme depuis de nombreuses années. Voilà. Moi, je m'étais pas rendu compte initialement qu'elle était trans. Je pensais que c'était Mhm. une femme cisgenre, mais voilà. Et donc, en tout cas, oui, j'ai senti ce moment très étrange en moi. Et, Comment et ça s'est finalement, bah, terminé avec ce couple? Ils ont accepté de se soumettre aux directives? Qu'est-ce qu'ils ont fait? non, non, en fait, l'un des compagnons, le blanc, oui, et c'est l'autre qui a dit non, absolument pas. Je n'avancerai pas, c'est hors de question. En plus, bah, le pauvre, bah, c'est ce qui arrivait la plupart du temps. En fait, c'était ça qui était très triste. Moi, ce que j'entendais, par exemple, c'est quand je m'approchais de groupes d'amis et qu'il y en avait un qui était blanc et le reste était dit racisé, j'entendais les racisés, désolé de parler comme ça, qui disaient à leur ami, t'as qu'à dire que ton père, il est noir, comme ça, tu pourras rester avec nous. Et je les entendais le dire, et du coup, lui me sortait un mensonge en me disant, oui, oui, je suis métisse, j'ai un passing, donc c'est-à-dire que je ressemble à un blanc, mais je suis bien métisse, comme ça je peux rester. Et alors là, un des trucs les plus drôles, donc enfin, pour en revenir à l'aspect illégal, c'est que dès le début de la marche, moi, comme je faisais partie du service d'ordre, j'étais avec l'organisation. Dès le début de la marche, nous, on a les policiers donc, qui sont vertement et constamment insultés, sur lesquels on nous a mis en garde pendant à peu près 4 heures en nous disant à quel point ils sont violents, qu'ils sont juste là pour nous tabasser parce qu'ils sont racistes, qu'ils sont homophobes et tout ce que vous voulez, et qu'ils n'ont strictement rien fait et qui se sont fait insulter eux et tout le long. On a les policiers qui viennent nous voir en disant bah, vous avez un retard énorme là sur la marche, ça serait bien qu'on Mhm. démarre parce qu'on bloque en fait toute la place de la nation. Et voilà.
Et du coup, nous, on ne pouvait pas démarrer, mais on ne pouvait pas leur dire pourquoi. Et j'ai été briefée ainsi par un des organisateurs qui s'appelle, si je ne m'abuse, Pensée, ou Nuage, un des deux, parce qu'il s'appelle comme ça, hein. Qui me dit ah oui, mais on ne peut pas leur dire qu'on ne peut pas commencer à démarrer parce que il y a des lois les lois de ségrégation sont interdites en France et on ne peut pas leur dire que l'on fait du racisme. Enfin, on peut pas, ils disent pas, on ne peut pas faire du racisme. On ne peut pas leur dire qu'on est en train d'appliquer une non-mixité parce que c'est illégal. Donc en fait, ils savent très très bien. Ils le savent Ah très oui, bien. ils le savent, c'est ça. Et c'est là où j'ai vu qu'ils le savent, mais que du coup, ils mentaient aux policiers en disant non, non, il y a encore un peu de grabuge. Voilà. Et c'est sur plein de choses où ils savent très bien que c'est illégal. Par exemple, ils nous ont expliqué en formation que la présomption d'innocence n'existe pas. C'est-à-dire que si une personne vous déclare coupable et décrète que vous êtes coupable, alors vous l'êtes. Parce qu'en victime, on te croit quoi qu'il arrive. Et donc, nous, du coup, notre rôle au service d'ordre, c'était que si une personne venait nous voir en disant là, cette personne que tu vois là, c'est mon agresseur, nous, on devait, manu militari, lui dire tu t'en vas et l'exfiltrer. Et si les forces de l'ordre venaient nous demander mais attendez, mais pourquoi vous venez de sortir cette personne qui est en train de ne pas comprendre pourquoi, vous devez dire oui, c'est une personne perturbatrice, elle vient de gêner la marche, et vous devez mentir aux forces de l'ordre. Donc, on est toujours dans le mensonge. Donc, il faut mentir dans nos Intéressant. il faut mentir quant à nos origines. Donc, moi, Oui. mon père était ou mon grand-père était racisé. Ça me fait penser, ma fille est étudiante en droit. Et puis, donc, forcément, quand est venu le temps des demandes d'admission, plusieurs étudiants qui ont postulé à McGill disaient, mais au moment de notre vue, il faut dire que tu es non-binaire, il faut dire que Oh là là. il faut dire que tu es non-binaire, il faut dire que tu es gay, par exemple, pour avoir le plus de points possible pour favoriser la mixité. Donc, on est toujours dans le mensonge, enfin, il semble. Dans la posture. C'est ça, si on résume un peu froidement, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'au nom de l'inclusion, on exclut, au nom du respect de la personne, on humilie, au nom de l'anti-violence, on fait appel à la violence, puis bon, ça se continue comme ça. Ça semble tout à fait impossible, si je comprends bien, de remettre en question ces contradictions-là, puis c'est un manque de logique absolument immense, incroyable, si bien qu'on peut penser, puis là, je reviens un peu au début de votre livre, où vous dites que c'est pas une question d'intellect. D'ailleurs, sur le plan de l'intellect, les théories du wokisme ne semblent pas vraiment tenir la route, bien à perdre nos repères tellement ça fait peu de sens. Donc, puis là, je l'ai mentionné aussi, vous avez, je pense, tout à fait raison, il ne faut pas aborder le wokisme sous l'angle de l'intellect, mais bien de l'affect, mais ça m'amène une question, c'est quoi quel est cet affect? Quels sont ces affects selon vous? Ces affects, pour moi, déjà, il y a plusieurs choses. Je n'ai jamais vu autant un sentiment fédérateur agiter, enfin, animer ces groupes militants que quand, pour citer George Orwell, ils avaient un ennemi commun. À partir du moment où ils étaient très heureux de détester tous ensemble telle ou telle personne parce qu'elle était problématique, qu'ils l'avaient, comme ils disent, call out, donc dénoncé, et ben là, c'est là où ils jubilaient, ils étaient fiers, ils se sentaient les plus heureux possibles. Et Il faut être une victime. pareil. Pardon? Il faut absolument être une victime. Ah oui, ah bien sûr, c'est ce rapport qui est constant. Et moi, c'est pour ça que j'ai passé un an de mon immersion à culpabiliser, à me dire que finalement, c'était moi peut-être qui me trompais, que c'était moi peut-être la méchante, que bah, je ne me rendais pas compte, mais que c'est des personnes qui souffrent, c'est des personnes qui vont mal. Il faut savoir que ce sont des gens qui parlent constamment en privilège et en oppression. Nous-mêmes, il faut qu'on soit capable d'être conscient de nos privilèges, de les déconstruire, et surtout de se dire que bah, les autres en retour en souffrent, et de faire en sorte d'être des bons alliés. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup rythmé, c'est cette question d'affect, justement, qui est de dire bah, comment on passe notre temps à n'être que par des sentiments, sentiments de violence, sentiments d'offense, sentiments de souffrance. Eh bien, il y a un sentiment en retour qui est celui de la culpabilité. Et c'est grâce à cette culpabilité qu'il y a beaucoup, en tout cas, de personnes en France qui sont considérées comme privilégiées, qui vont s'écraser, qui vont vouloir se déconstruire, qui vont vouloir s'excuser, mettre un genou à terre contre le racisme qu'ont pu, peut-être, on n'est même pas sûr, pratiquer leurs ancêtres. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à autant d'extrêmes. Vous faites référence aussi dans votre bouquin, toujours sur le même sujet, mais à la haine, à la rage. Puis quand on met tout ça ensemble, en fait, il y a un discours qui il semble incohérent chez les woke. Il y a des comportements qui ne sont pas tout à fait compatibles avec les visées avouées du groupe. Il y a beaucoup de rage, il y a de la haine, il y a un sentiment d'être constamment victimisé, d'être victime. On voit aussi le monde en termes clivés, en départage en bon puis en méchant, sans la moindre nuance. Oui. Mais on ajoute aussi le manque de tolérance, l'impulsivité. Je me demandais si vous avez l'impression, parce que vous ne l'abordez pas vraiment,
Mais avez-vous l'impression que pour plusieurs de ces personnes-là, en fait peut-être les plus radicaux ou ceux qui s'expriment le plus, il y a des enjeux de santé mentale qui se cachent derrière tout ça? C'est une très, très bonne question. Alors moi, j'ai toujours fait attention, je fais très, très, très attention, au fait de ne pas pathologiser, les gens parce que j'ai absolument pas les connaissances requises. Toutefois, je vais vous dire quelque chose, je pense que oui. Déjà parce que ce sont des personnes qui viennent, qui elles-mêmes, ça les définit, hein. Ils vont mettre dans leur bio sur Twitter, sur les réseaux sociaux qu'ils sont par exemple, autistes, qu'ils sont, bipolaires, qu'ils, prennent tel ou tel médicament. Vont même parfois mettre en pseudo, sur leurs réseaux sociaux le médicament qu'ils prennent. Heu, Ensuite, ce sont des personnes qui soit ont un trouble, psychiatrique avéré, soit ce sont des personnes qui, d'ailleurs ont des très belles pancartes qui sont «La psychiatrie, on l'abolit», qui disent qu'en fait les médecins, les psychologues, les psychiatres, les psychothérapeutes ne sont pas, ne sont pas n'ont pas la connaissance requise pour pouvoir parfaitement diagnostiquer quelqu'un et ils sont autodiagnostiqués. Eux-mêmes revendiquent, par exemple, moi c'est ce que j'ai découvert là-dedans, ils revendiquent qu'il serait bien plus important que le diagnostic vienne de pères aidants. Les pères aidants, pour définir ce que c'est, je pense que vous le savez, mais peut-être pour les auditeurs, ce sont des personnes qui souffrent d'une pathologie qui serait visiblement similaire à la nôtre, et qui ce sont des personnes dont la pathologie est aujourd'hui plus ou moins régulée et qui peuvent aider des personnes qui sont au début de leur diagnostic. On peut le voir par exemple avec des troubles comme l'alcoolisme, comme comme des troubles tels la bipolarité. Et voilà. Et en fait, eux ne misent tout que sur les pères aidants en disant qui mieux que moi, qui mieux qu'une personne qui souffre comme moi pour pouvoir valider le fait que je souffre. Et alors cette autodiag, moi je l'ai vu parce il est affirmé. Bah, moi je ne comprends pas, j'ai pris plein de rendez-vous avec les psys, les médecins. Ils disent que c'est faux, que je ne suis pas autiste. Et pourtant je le sais que je suis autiste parce que j'ai parlé avec machin qui l'est aussi. On est exactement pareil. Et lui il me l'a dit que j'étais. Donc c'est pour ça que ce rapport au père aidant, il a une place prépondérante mais finalement très subtile. Et donc on parle peu. Donc, mais ça aussi, c'est curieux parce qu'on mise sur l'autodiagnostic, mais en même temps, si je me rappelle bien, la marche, par exemple, pour la Pride radicale, il était Hum, anticapitaliste, enfin, oui. plusieurs choses, mais aussi anti-psychophobie. Oui, exactement. Il y Donc, avait tout un pôle en disant que, bah, voilà, il y a une psychophobie d'État, c'est ce qu'ils nous disent, que, il ne faut pas faire confiance en les psychiatres. La psychiatrie veut notre violence, les psys sont violents, tout le monde est violent. Hem Et qu'aujourd'hui, il faut lutter contre la psychophobie. C'est par exemple, nous, c'est ce qu'ils nous expliquaient, on a eu pendant la formation, je le raconte, une sorte de cours sur d'une personne qui souffre d'une pathologie mentale, laquelle j'ai pas très bien saisi moi-même, mais qui nous expliquait à quel point on a des comportements psychophobes sans nous en rendre compte. Que par exemple, eh ben, si on voit une personne qui fait une crise de démence dans la rue, il ne faut surtout pas aller l'aider, surtout pas prévenir les secours parce que ils leur veulent du mal et que ce sont des gens qui les blessent et qu'il faut les laisser faire. Et au pire, moi, c'était l'anecdote un peu drôle, leur donner une pâte de fruits parce que c'est vegan, sans gluten et réconfortant. C'est vraiment mot pour mot ce qui a été dit. Alors ça, je pense que c'est une des anecdotes les plus drôles que j'ai pu entendre pendant l'année. oui, les plus drôles, mais en même temps les plus tristes. D'ailleurs, vous citez aussi, enfin, lors d'une conférence, on disait que bon, les policiers, on le sait, sont des imbéciles, ils n'ont aucune humanité, mais ils disent aussi que les secours, les hôpitaux, les premiers répondants sont dans la même catégorie, c'est-à-dire que Oui, les hôpitaux ne sont pas nos amis, là, ils nous non. font du mal. Donc et malgré ça, malgré le fait qu'il faut combattre la psychophobie, qui serait le fait de diagnostiquer, on cherche, la solution, semble-t-il, c'est de se donner soi-même des diagnostics. C'est soi-même qui souffre, enfin, soi-même se diagnostiquer ou compter sur le diagnostic d'une personne qui souffre de la maladie qu'on présume avoir. OK. Vous parlez dans votre livre, je vais faire un peu de pouce là-dessus, en fait, vous prenez beaucoup de temps à les décrire, ces personnes que vous dites, wow, puis vous parlez sans vraiment utiliser le mot, mais j'ai l'impression que vous faites référence à leur vulnérabilité, puis je reste sur la question de la santé mentale. Puis je vais me permettre un parallèle avec le mouvement Incel, donc les célibataires non volontaires, qui, Ouais. on le sait, bon, tiennent des propos qui sont plutôt dégradants à l'endroit des femmes. Et puis j'ai un collègue à McGill, Robert Whitley, qui avait fait une étude sur ce groupe-là qui était tout à fait fascinant. Puis il avait constaté d'une part qu'il y avait une prévalence très élevée de troubles mentaux. C'est ces personnes, Mmh. donc des traits de personnalité évitants, beaucoup d'anxiété sociale, mais aussi qu'ils se servaient du groupe un peu comme d'un service de santé mentale, c'est-à-dire qu'ils Mmh. allaient chercher du soutien,
ça donnait un peu du sens à leurs difficultés, à leur existence, à leur vie. Avez-vous l'impression que c'est un peu le même mécanisme qui se joue chez les regroupements woke? Alors les incels, oui, alors oui, déjà les incels, je les connais bien puisque le sujet de mon roman, c'est justement, comment on en vient à devenir incel et Mhm. comment on en vient à être capable de commettre le pire envers une femme et comment se construit cette haine de la femme. Et donc c'est un sujet qui me passionne beaucoup, mais je ne le maîtrise pas d'un point de vue évidemment universitaire et scientifique. Toutefois, moi, ce que je vais vous dire, je l'ai constaté, chez ces militants, pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais été aussi bien choyée, aussi bien, avoir ce sentiment d'être, protégée, que l'on fasse attention à chaque mot me concernant, que dans ces réunions et dans ces groupes. Parce qu'en fait, il y a vraiment un rapport aux soins qu'on imagine que l'on va avoir, c'est-à-dire que c'est beaucoup toujours, on vous parle doucement, c'est ensuite, quels sont tes pronoms parce que je veux surtout pas risquer de te mégenrer, tout doit être attention, laissons finir la phrase à telle personne parce que sinon ça peut être très violent pour elle, elle va faire une angoisse. Si on tousse un petit peu, c'est mais ça va, t'es pas en train de faire une crise d'angoisse, non, pas du tout. Voilà, il y a vraiment une sorte de rapport on nous enveloppe dans une bulle de coton qui est qui est finalement aussi un petit peu agréable, hein, même si moi, ça me frustrait, peut-être que c'est un point de vue, là, c'est peut-être purement psychologique de ma part. Je sais que ça m'agaçait plus qu'autre chose, je déteste être choyée. Mhm. Donc voilà, je le vivais très mal. Mais en tout cas, je suis d'accord avec vous, il y avait vraiment cet aspect de on s'entraide au niveau médical et les uns les autres, on se diagnostique, on s'aide et on est les pères aidants les uns des autres. Et d'ailleurs, père, on peut le mettre en deux mots parce que eux qui ont un gros rejet du père, ça c'est une évidence, en tout cas absolue en France, je l'ai vu, et ben, il y a le père et le père aidant, en fait, finalement. Mhm. Mhm. Donc, le PAPE accent grave RE? Voilà, VS le père, PAIR Donc, on aidant. pourra revenir, c'est vraiment intéressant. Mais vous savez, en psychologie, pour rester sur le thème de la psychologie, il y a un concept qui est lié à la définition de l'identité qu'on appelle la diffusion de l'identité. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Avoir une identité diffuse, c'est, si je résume très simplement, c'est de ne pas avoir un sens d'intégrité quant à qui on est, c'est de ne pas avoir une représentation cohérente puis organisée de qui on est. Donc, c'est associé à un vide, un manque de sens, un manque de direction. Et quand on présente donc une diffusion de l'identité, on cherche à le compenser en allant chercher un peu à gauche, à droite des éléments qui nous donnent l'impression d'avoir bel et bien une identité. Donc, on cherche par tous les moyens à se créer l'illusion d'une identité. Donc, c'est un élément qu'on retrouve qui est d'ailleurs très central autour de personnalité. Donc, Mmh. personnalité borderline, méta limite. Donc, c'est très présent cette diffusion de l'identité. C'est d'ailleurs un des critères diagnostiques. Donc, dans votre livre, vous n'en parlez pas en ces termes, évidemment, mais on le ressent bien. Moi, peut-être, ma lecture de par ma profession, je ressens bien qu'il y a beaucoup, pour certaines personnes, peut-être celles qui s'expriment le plus, beaucoup de diffusion d'identité. Il y a un exemple que j'ai trouvé absolument génial. Vous ne l'abordez pas en profondeur, c'est l'exemple quant à la définition de genre, du xénogenre. Ah oui, tout à Ben, fait. peut-être pourriez-vous commencer par nous Bien expliquer. sûr, Je trouve que c'est un exemple très parlant de bien diffusion de sûr. genre. Alors le xénogenre, c'est drôle parce que quand il vous l'explique, c'est né sur Reddit. Reddit, donc qui est une sorte de plateforme de discussion. Et en fait, c'est l'idée de se dire on n'est pas non-binaire, mais en fait, on s'identifie à aucun genre existant, mais qu'on s'identifie plutôt à une émotion ou à une image. Et à l'image que dégage cette émotion. Les exemples qui sont donnés sont sans humour, parce que chaque fois que j'en parle, ça fait rire tout le monde, alors que c'est plus profond que ça, je pense. Ils disent par exemple ils sont xénogenres flaques de couleur. Ils sont xénogenres renard polaire. Ils vont être xénogenres, c'est beaucoup pluie, xénogenre vent, vent d'été, je crois que c'est des choses comme ça. Et en fait, c'est vraiment l'idée eux, ils se rattachent à la sensation et à l'image qui est évoquée pour en faire leur identité. Et alors, ce que vous dites sur la diffusion identitaire, je ne connaissais absolument pas. Moi, c'est peut-être une sorte de questionnement que j'ai. C'est un paradoxe que j'ai constaté, mais que je n'ai pas les capacités d'analyser aussi bien que vous, c'est que j'ai trouvé qu'à la fois, il y avait une sorte d'énorme repli identitaire de la part de ces gens, parce que déjà, on le voit même, comme je vous expliquais sur leurs réseaux sociaux, comment ils se présentent, parce qu'avant chaque chose, on doit se présenter, et ceux avec quoi ils se définissent, c'est leur pathologie mentale, ça va être leur orientation sexuelle, leur genre, tout ce qui va avec, et paradoxalement, je trouve qu'il y a une perte d'identité totale.
Et je me Mmh. dis: «Comment est-ce qu'on peut à la fois cumuler un repli identitaire et également une perte d'identité? Est-ce que les 2 vont ensemble?» Mmh. C'est une bonne question. En fait, je ne sais pas moi si je dirais que c'est un repli. Je pense que c'est tout simplement un manque, Ouais. identitaire. Donc c'est vous l'avez dit vous-même, il y a quand on gratte un peu, c'est un sentiment de vide. Vous savez, moi, on n'est pas dans mon champ d'expertise du tout, là. Quand je suis tombé sur le xénogenre, j'ai lu votre définition dans le livre, j'ai regardé sur Internet, je suis tombé sur le wiki non binaire, qui est un site Ah qui oui. Ah oui. bon, j'ai trouvé que finalement, ce que j'ai compris, c'est que ce sont des gens qui, comme vous l'avez dit vous-même, ne se disent pas ni homme ni femme, ni l'un et l'autre, mais vraiment qui s'identifient à des objets, par exemple. Il y Mmh avait mh. l'astrogenre, donc des gens qui ne sont pas hommes ou femmes ou un peu des deux, Mmh mais mh. qui ont un genre qui serait une représentation de soi qui serait plus près des astres. Il y en avait un aussi, sans vouloir faire de l'humour, mais on voit à quel point il y a de la confusion. C'est le chat-genre, le cat Ah gender, oui, c'est le vrai. Oui, oui. genre, le new genre. Et ça me fait porter en mémoire une histoire assez récente de ma fille quand elle était à l'école, qui avait dans sa classe une jeune fille, enfin, je dis une jeune fille, mais ça, je la mégenre, si je comprends bien, qui se disait ni homme ni femme, mais qui était une elfe, donc un lutin. Ah oui, vous avez raison, les elfes. Oui, oui, Ça c'est vrai. pouvait être traité comme ça. Mais avez-vous l'impression que le mouvement woke vient soutenir ces gens-là en leur donnant un sens, puis leur permettre, ultimement de crier au monde qu'ils existent, puis qu'ils sont uniques? Bah, au contraire, moi, Ah, je n'ai jamais vu autant de haine des militants, on va dire woke, envers les xénogenres. ah Et ouais. c'était assez drôle, déjà c'est en ça que j'ai vu que la génération Z, donc la génération après bien après la mienne, ceux nés après les années 2000, en ont marre de tous ces excès. Et c'est qu'en fait, on retrouvait beaucoup de personnes, par exemple transactivistes, pas des personnes trans, mais des personnes qui font un militantisme, trans affirmé, qui étaient en rage littérale contre les xénogenres en disant: «Mais vous nous décrédibilisez, vous nous, vous nuisez à l'image que nous, on est en train de se construire». En fait, ça va avec ce que j'ai observé avec beaucoup de choses. C'est que j'avais constamment cette impression quand j'étais avec eux, plus largement, d'être au bord d'une falaise et qu'ils se font tomber les uns les autres. Par exemple, je l'ai vu sur un point, c'est que là, depuis, ça a commencé déjà un petit peu avant, visiblement, mon immersion, c'est ce que me disent les personnes que je connais qui sont militantes, et je l'ai constaté aussi, il y a une haine de l'homme gay blanc. Ils l'appellent le white gay. Il y a beaucoup de pétitions qui sont mises en place, d'actions qui sont mises en place pour qu'on enlève le G de LGBT. Ah ouais. Oui, il y a beaucoup d'espaces, de plus en plus d'espaces qui sont interdits aux gays blancs, parce qu'en fait, ils estiment que le gay blanc est trop inclus dans la société, qu'il est trop privilégié, et que par conséquent, il n'a pas conscience des discriminations qui l'entourent parce que lui n'en subit plus. Je l'ai vu également avec la femme blanche hétérosexuelle. Moi, je l'ai entendu dans beaucoup de discours, notamment à Dijon. C'était une femme trans dite racisée qui disait: «On ne peut plus aujourd'hui, dans nos luttes, dans nos lectures, être représenté par des femmes blanches hétérosexuelles pour parler de féminisme». Alors qu'elle-même, c'était une personne homme qui a transitionné pour devenir une femme. Et elle disait: «C'est plus possible parce elles ne sont plus à même de nous comprendre». Hmm. Et la femme lesbienne, c'est la prochaine pour moi. La femme hétérosexuelle, ça a déjà commencé, mais la femme lesbienne blanche sera la prochaine aussi. Et en fait, c'est un petit peu ce sentiment-là que j'ai eu avec les xénogenres à leur paroxysme, c'est de dire: non, là, toi, ça va pas parce que non seulement tu nous décrédibilises, mais en plus, on va te donner de l'attention. C'est hors de question. Nous, on a déjà beaucoup trop de choses à devoir, sur lesquelles devoir se battre pour pouvoir t'en donner à toi». Hmm. Et finalement, c'est très égoïste. Hein. C'est très égoïste, c'est aussi très confus. Oui, c'est très Très confus. confus. Aviez-vous peur? Il y a une citation, vous avez dit, vous écrivez à un moment, le réel me rassurait. Mm. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Aviez-vous peur de vous perdre dans tout ça? Constamment. Constamment, et c'est pour ça que j'ai choisi dans ce livre, alors c'est drôle parce que les lecteurs sont adorent autant qu'ils n'apprécient pas les passages avec Ruben Rabinovitch. Alors pour expliquer peut-être, quand j'ai commencé cette immersion et que j'ai senti que ça me bousculait au bout de très peu de temps, au point que j'en sois venue à très rapidement me demander ce qui faisait de moi une femme, question que je ne me suis jamais posée en 28 ans d'existence. Je me suis dit: «Ça serait intéressant déjà de la part de toutes les immersions qui vont chambouler l'identité, parce qu'on occupe quand même une fausse identité auprès de gens et que pendant un an, on ment à des gens.
pour obtenir d'eux des confidences qu'on va après utiliser. C'est quand même déjà quelque chose dans le mécanisme qui, moi, m'embarrassait, me faisait culpabiliser. Donc, j'ai tapé sur Google Psy Woke et je suis tombée sur ce fameux Ruben Rabinovitch qui a écrit une note pour la Fondation Jean Jaurès, qui est une fondation française, sur la question du wokisme et la question de la culpabilité intergénérationnelle. Voilà. Et justement, est-ce qu'on peut ressentir le racisme qu'ont vécu nos ancêtres. Enfin, voilà, c'était toute une grosse note que je vous invite à lire. Et je lui propose l'idée folle de lui dire, voilà, moi je vais passer un an de ma vie sous une fausse identité et encore plus que pour toutes les autres immersions, la question de l'identité va se poser. Parce que justement, est-ce que je vais en venir à perdre la mienne? Et je lui ai dit, voilà, je vais faire un pacte avec le lecteur, c'est que je vais retranscrire nos séances pour ponctuer plein de chapitres du livre. Il n'y en a pas non plus pléthore, hein, je rassure les lecteurs que ça n'intéresse pas. Il n'y en a pas non plus pléthore, mais ça vient montrer par quel chamboulement je vais passer sur cette année. Et lui, donc, a accepté de jouer le jeu et de me pousser dans des retranchements. Je vais arriver à des moments où j'arrive même plus à écrire. Et tout ça pour dire que, je suis navrée, je ne me rappelle plus la question initiale. J'ai digressé, mais en tout cas, je vais se la redire. Oui, mais on va y revenir à la question du psychologue, mais vous avez dit quelque chose d'intéressant. Donc, peut-être une parenthèse avant. Vous avez dit sous une fausse identité. On n'a pas vraiment dit Oui. ça. Donc, juste pour que les gens sachent, vous êtes créé un personnage sur les médias Oui. sociaux, vous êtes teint les cheveux. Non, pas teint les cheveux, j'ai mis à un moment une petite perruque rose Ok, pour voir si ça passait, mais c'est passé, je ne suis pas beaucoup mise. OK. Puis il y avait des faux piercings aussi. Il y avait toute une Oui, image à présenter pour pouvoir faire votre travail. Mais je ferme la parenthèse. Vous avez dit quelque chose qui était très intéressant. Ma question initiale, c'était aviez-vous peur de vous perdre? ah bah, vous voyez, j'en ai Vous même avez perdu fait, la réponse. ouais, oui, c'est ça. Mais c'est C'est intéressant quand symbolique. même, hein. Euh, puis vous avez mentionné en tout début de réponse la question d'être femme. Donc là, je fais le lien Oui. avec c'est quoi une femme. Donc, vous citez les propos de Paul Preciado, si je me rappelle bien. Voilà, Paul B. Preciado, qui est un homme trans, je crois même, oui, c'est ça, c'est un homme trans, et qui lui explique que bah, finalement, c'est une construction sociale, le fait d'être femme. Et qu'est-ce qui définit réellement le fait d'être femme ou de ne pas l'être aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait de moi une femme? Et moi, j'en venais à me dire, parce qu'en fait, il élimine un par un dans une de ses interventions toutes Ouais. les choses qui, moi, implicitement me fait me dire être une femme, bah, c'est juste pas avoir ses règles. Et direct, il l'élimine, il dit bah oui, mais et les femmes qui n'ont pas leurs règles, qui souffrent du Ouais, syndrome SOPK, par exemple, qui est un ouais. syndrome qui vient toucher les ovaires. Ou les personnes qui souffrent d'endométriose. Après, donc là, il dit, pour les femmes qui n'ont pas leurs règles, c'est pas des femmes. Moi, je dis, ah bah si, c'est quand même des femmes. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Je me disais, bah, c'est des femmes qui peut-être peuvent porter un enfant. Et il dit, bah oui, mais il y a plein de femmes qui font pas d'enfants. Et qui n'en porteront jamais. C'est pas des femmes alors? Après, je me dis, bah, dans ce cas-là, c'est des femmes c'est une personne qui a un utérus. Il dit, bah oui, mais pour celles qui souffrent d'opérations et dont on fait une ablation de l'utérus, c'est pas des femmes? Et je me dis, bah si, c'est des femmes. En fait, du coup, au fur et à mesure, il élimine, mais il est très très bon, hein, il élimine plein de questions, d'allégations que j'avais parce que j'ai fait exprès, pour recontextualiser aussi pendant un an, de m'abreuver majoritairement que de ce genre de contenu. Podcast, livres, interventions, réseaux sociaux, pour être vraiment immergée à 200%. J'ai pas lu pendant un an Charlie Hebdo, qui est une lecture que j'aime beaucoup, parce que je me suis dit, et quand je l'ai relu, je me suis dit, oh, c'est très offensant, question que je me serais jamais posée avant. Et pour revoir mes curseurs. Et justement, c'était des contenus que j'écoutais en faisant du vélo, en me baladant, pour que ça imprègne mon quotidien. Et Ouais, d'où le fait que j'en sois venue à me dire, mais en fait, il a raison. Qu'est-ce qui fait de moi une femme? ouais. Mais c'est ça. Donc, vous dites, qu'est-ce qui fait de moi une femme si ce n'est mon ressenti et une construction sociale? Donc, c'est ce que vous dites. C'est intéressant parce que j'ai déjà posé la question à mes étudiants à la maîtrise, qu'est-ce qu'une femme? Et puis, tous sauf un ont refusé de répondre. Le- Notamment en C'est raison de drôle, la censure bien sûr. parce qu'on veut pas se positionner, se faire accuser enfin, de Et différents. oui. Avez-vous la réponse? Qu'est-ce qu'une femme? Maintenant que vous êtes sorti Eh du. ben, moi, je vais me baser sur du purement scientifique. Ça veut dire que je pensais avec du médical. Ça veut dire que, par exemple, si vous qui êtes un homme, vous avez je ne vous le souhaite pas, un AVC, un Mhm, arrêt cardiaque, vos symptômes ne seront jamais les mêmes que les miens. mhm. Quoi qu'il arrive, nous les femmes, nous n'avons pas les mêmes. Sur du physiologique, en fait, ça va être du pur, même de l'ADN aussi. C'est des questions qui vont définir ça. Alors moi, je ne suis pas non plus essentialiste à son paroxysme en me disant qu'on ne peut jamais transitionner. On peut parfaitement devenir une femme trans.
mais on fait Mmh. une transition. Mais je pense qu'en tout cas, pour du pragmatique, le biologique et le scientifique et le médical nous rattrape sur certains points, en tout cas. C'est ce qui peut au moins créer une différence qui est de l'ordre du factuel. Mmh mh. Avant de revenir à la question du psychologue, donc, vous avez dit aussi dans votre livre, j'en suis venu à me dire que j'avais certainement une islamophobie internalisée. Si je continuais donc on est toujours dans la perte d'identité Oui, peut-être. Si je continuais à voir le voile comme une oppression, ce qui est intéressant parce que vous dites aussi que votre mère, votre grand-mère, vous l'avez mentionné en début d'entretien, sont marocaines. Donc, vous dites ces femmes berbères pour qui le voile est aussi un symbole d'oppression, de meurtre et de mmh, torture. Donc, il y a comme une incompatibilité euh, entre deux points de vue. Vous dites aussi, j'en suis venu à me sentir plus à l'aise dans des groupes sans hommes hétérosexuels et à me demander si la non-mixité n'était pas une solution à tous les maux. Et j'en suis venu à empêcher, vous l'avez expliqué d'ailleurs, des personnes blanches de se mélanger à des personnes dites racisées dans des manifestations afin de respecter des espaces sans oppression, sans oppresseur. Vous dites aussi, en référence à un événement auquel vous avez participé, où on excluait, on a parlé en entretien de certaines personnes, que c'était choquant pour vous de voir à quel point c'était devenu facile de jouer ce rôle, euh, d'exclure des personnes. Vous l'avez dit aussi, c'était choquant quand les gens résistaient. Euh, on sent bien en introduction que vous êtes, je pense, beaucoup plus axé vers l'universalisme, le féminisme. oui, très, je suis très universaliste. Donc, mais ça s'est transformé. Mmh. C'est quoi le parcours? Comment on arrive à vraiment revendiquer, défendre, militer pour des points de vue avec autant de conviction quand, à l'origine, ils sont tout à fait aux antipodes de ce on peut penser? Oui, bah, c'est une très bonne question. Ça me fait penser, alors je vais faire un point Godwin assumé avec des hommes ordinaires, qui retrace un livre qui retrace justement le parcours de comment on en vient à devenir SS en fait. Bon, bah, alors moi, en l'occurrence, c'est pas le cas. Mais ce que je veux juste dire, c'est que c'est à ce moment-là où j'ai pensé à ce livre-là. C'est quand justement j'ai fait cette manifestation et que je me suis sentie être cette autre personne. Cette personne qui est énervée à l'idée que l'on n'obéisse pas aux ordres qui sont donnés pour le plus grand bien. Pour le plus grand bien qui est de lutter contre le racisme. En fait, je pense qu'il y a une forme de secte. Je vais le dire parce que j'ai Mhm. essayé, j'ai beaucoup réfléchi depuis que le livre est sorti. Je sais on sait que le principe d'une secte, c'est qu'il est très facile d'y entrer, très difficile d'en sortir. Et moi, senti à la sortie du livre. Quand j'ai fait il y a quelques semaines une rencontre à Sciences Po, il y a une étudiante qui m'a dit à la fin de mon intervention qu'elle avait l'impression que j'étais encore sous emprise parce que elle me disait: «C'est fou madame, mais parce que je trouve que vous faites tellement attention aux mots que vous dites, vous avez tellement peur de ce que vous pouvez dire et de ce que vous pouvez faire. Vous employez un jargon qui est pas celui d'une féministe universaliste» et elle m'a dit: «Je trouve que, bah, vous avez peur et on a l'impression que vous êtes encore là-dedans» et ça m'a beaucoup tourneboulé parce que je sens sur beaucoup de choses que j'ai toujours vous le disiez tout à l'heure en disant, bah, voilà, il y a autant d'étudiants qui n'ont pas voulu répondre à la question de qu'est-ce qu'être une femme parce qu'ils ont peur de la censure et moi, c'est vrai que j'ai encore l'impression d'avoir ce coup près au-dessus de la tête qui est de dire: «Mais, j'ai très peur, en fait, d'être très peur d'être vue comme l'ennemi» et c'est ce que j'ai eu tout le long de cette immersion. Comme vous dites, comment on en vient à changer autant d'opinions? Mais c'est parce qu'en fait, on nous conduit, c'est tellement manichéen. On passe son temps pendant un an à ne pas avoir d'idée très précise de ce qu'est l'ennemi, de savoir juste que c'est quelqu'un qui est violent, qui est offensant, qui est transphobe, qui est raciste, qui est homophobe, tout ce que vous voulez, qui est misogyne, qui fait beaucoup de mal à beaucoup de gens et ben, on n'a pas envie d'être comme ça. Du coup, on se dit: «Bah, moi, je veux pas être cette autre personne, donc et ben, je vais faire en sorte de respecter les consignes qu'on me dit d'appliquer». Hum. Et c'est ici, j'imagine, que Ruben Rabinovitch, donc le psy, est venu à la rescousse. C'est un peu ça? Oui. Donc, c'était quoi le processus? Parce que je trouve l'idée absolument géniale. Donc, c'est pas juste une question d'infiltrer, c'est aussi d'avoir une personne qui peut être garante, en fait, de nos repères habituels, la réalité, Oui. qui aussi permet de documenter sur le plan peut-être plus émotif ce que vous vivez. Et c'est un peu ça sa fonction, je pense. Tout à fait, parce que finalement, moi, la seule personne qui était mon repère du quotidien, c'est mon compagnon Dylan, qui m'accompagne d'ailleurs à Dijon, parce qu'il y a eu un moment où j'avais quand même très peur d'aller en région toute seule, parce que Rennes, j'ai pu y aller parce que c'est la Bretagne et que je connais bien, mais Dijon, j'étais très stressée, je voulais qu'il vienne. Mais c'est vrai que
Lui, il a des opinions très, très tranchées, ce qui fait que je pouvais pas non plus discourir dans le détail avec lui de, tout ce que je pouvais ressentir parce que pour lui, la plupart de ces gens sont des fous. Donc en fait, je pouvais pas, c'était plus compliqué d'analyser. C'est pour ça que Ruben a été le point d'ancrage de cette année et qu'il m'ait ponctué, plein d'épisodes. Je savais très bien que quand je programmais une séance, je me disais: «Ah bah là, on va se revoir après la Pride radicale. Ah là, on va se revoir après tel cours à la fac». Et en fait, je le ponctuais parce que je voulais être au plus près de ce que j'allais ressentir durant cet événement-là. C'est ça. Vous dites aussi que vous avez, mais ça, vous n'en parlez pas. Donc, vous faites référence au fait que j'imagine c'est suite à votre travail d'immersion, vous avez décidé aussi d'aller consulter. Oui. Oui. Êtes-vous à l'aise d'en parler un peu? Non, je vous en prie, bien sûr. Donc, c'était quelque chose, j'imagine, qui était différent de ce que vous avez fait avec Ruben Rabinovitch. Pourquoi? Ah, bah, très bonne question. Moi, j'ai jamais voulu, consulter. Moi, j'ai toujours eu, à la base mes parents qui me disaient que, consulter, c'est un privilège. Enfin, c'est un truc pour les gens qui s'ennuient et qui ont pas de vrais problèmes, que c'est Ah pas ça bon? qui va nous aider. Voilà, j'ai toujours eu ce discours qui est de dire, «Faut se battre pour avancer, on va pas commencer à pleurer». C'est vraiment un truc d'Européen, de raconter ses problèmes et de s'en inventer, c'est toujours ça. Donc, Mhm. j'ai une très mauvaise image et du coup, donc je me retrouve avec Ruben. On est dans des séances que j'enregistre parce qu'après je les retranscris et à un moment, le discours dérape sur des gens de ma famille et j'en viens à sortir des choses que je n'avais pas sorties et qui n'avaient rien à faire là. J'ai décidé de ne pas les mettre dans le livre par respect pour, ces personnes de ma famille et je me suis dit: «Mais c'est dingue que j'en sois venue à là» et je savais très bien qu'avec Ruben, on ne pourrait pas poursuivre un travail psy parce qu'on était en train de devenir trop amis et que c'était pas une dimension patient, praticien. Ouais, c'était pas le Heu, cadre habituel. voilà, c'est pas un cadre qui me paraissait pour moi, efficace pour passer dans une dimension autre qui était celle du travail personnel. Mais je savais rationnellement, parce que je suis un peu comme ça, je savais rationnellement que j'allais avoir besoin d'une aide à la sortie du livre. Je m'imaginais pas à quel point et donc j'ai décidé grâce à une de mes amies qui est en train de passer son concours ses formations de praticienne en psychothérapie, d'aller voir une psychothérapeute justement, que je vois encore aujourd'hui, toutes les 2-3 semaines. Mhm. Donc, c'est vraiment la sortie du livre qui vous inquiétait, c'est-à-dire Oui. cette réaction. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé quand le livre est sorti? Ah! Ça a été c'est costaud. Ça a été très dur, très, très dur. En fait, déjà, je m'y attendais un petit peu. Je m'étais dit: «Bon, bah, c'est sûr que, je vais en prendre plein la tête» parce que, bah, déjà des personnes que j'ai flouées, hein, on floue des gens, on trahit des gens et pourtant j'ai fait très attention à n'entretenir aucune amitié, aucun lien. Parce que c'est des personnes qui ne se cachaient pas de dire qu'elles étaient très souvent en dépression, qu'elles avaient, on en parlait tout à l'heure, des troubles psy et moi je voulais pas, leur infliger ça. Donc je fais attention aussi à changer très souvent les prénoms, sauf des prénoms, d'emprunt qu'eux-mêmes ont choisis comme Pensée ou Nuage. Là, je les ai pas modifiés parce que je pense qu'ils parlent d'eux-mêmes. Mais voilà, je faisais très attention, j'avais très, très peur, mais j'avais encore naïvement l'idée de me dire que, bah, quand même, j'avais passé 1 an avec des personnes qui passent leur temps à rappeler que le cyberharcèlement touche encore plus les femmes que les hommes, que les violences en ligne, c'est atroce. Elles font des documentaires, elles font des podcasts dessus, voilà et elles sont très engagées sur la question. Donc je me suis dit: «Bon, bah, moi, je suis quand même une femme, ils vont pas me faire ça». Alors ça a été je crois que j'ai jamais eu autant de haine de ma vie en si peu de temps. En fait, on a été obligés de suspendre des rencontres en librairie parce que je recevais des menaces de mort. Mes auditeurs aussi les ont constaté. Mes employeurs, toutes les journaux avec lesquels je travaille ont dû, en leur nom, au nom de la rédaction, m'apporter leur soutien public face au déferlement de haine que je recevais, Mais constamment. qu'est-ce qu'on vous disait? On vous disait, dans votre bouquin, vous dites on vous a traité de traîtresse, de traître, de fausse Non, mère. ça pas tant que ça Pas finalement. tant que C'était ça. vraiment, beaucoup, sale facho, Ah ouais. donc du coup, en fait, comme on m'assimilait aux fachos, il fallait, bah, me menacer de mort, comme on menace de mort un policier, on en parlait tout à l'heure. C'était vraiment une violence qui est de dire, mais en fait, elle fait du mal, elle out des personnes trans. Moi, on m'envoie des choses, on m'a dit, on m'envoie parfois des photos des avis de suicide de personnes LGBT en me disant: «Tu te rends compte? Tu as le sang de cette personne morte sur les mains». Ouais. Je recevais mais ça mais par dizaines, par centaines. C'était tellement après il y a aussi beaucoup d'humour, mais sauf qu'au bout d'un moment, c'était un peu oppressant, c'est qu'on prenait mon image, ma photo et on la détournait sur des mèmes, sur des faux montages, sur plein de choses. En plus, c'était très compliqué parce qu'en fait, initialement, Le Point a sorti
les bonnes feuilles du livre. Donc, les bonnes feuilles, si on choisit un passage du livre, eux, ils ont choisi la parade radicale. Et ça sortait une semaine avant la sortie du livre. Et le livre était encore sous embargo. C'est-à-dire que je n'avais pas le droit de m'exprimer dans la presse, mais ni de réagir, parce que j'ai été déjà organisée pour le jour de la sortie des interviews avec des grands médias qui avaient déjà programmé leurs entretiens. Donc je ne pouvais pas commencer à déblatérer allègrement sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Donc en fait, les gens commençaient par ces simples extraits à se faire une image de moi sans avoir même évidemment lu le livre, et même juste en savoir beaucoup. Et donc du coup, c'est pour ça que cette haine a pu allègrement se multiplier et grossir. Vous en parlez avec le sourire, mais Ouais. écoutez, moi, j'ai pas, on en parlait peut-être avant l'entretien, mais j'ai vécu certaines choses un peu similaires, mais je pense pas avec autant de violence que ce que vous décrivez. Comment vous avez géré ça? Eh bien, ça a été très difficile, très, très difficile parce que, en fait, j'arrivais pas très bien à gérer mes réseaux sociaux, mais je peux pas les supprimer pleinement parce que déjà, je suis journaliste d'investigation, donc bah, des infos, on les trouve aussi dessus, les gens, ils nous contactent dessus, et en plus, ça me bloquait aussi l'accès à des lecteurs et des gens qui lisaient mon livre et qui adoraient ce que je faisais, des journalistes qui me contactaient pour la promo du livre. Mhm. Donc c'était compliqué, je pouvais pas suspendre, mais je recevais ces notifications de haine constantes. Hem, En fait, j'ai réussi à faire ce que je fais dans mon travail de journaliste d'investigation, c'est-à-dire dissocier. Dissocier, c'est aussi ce que j'ai fait finalement pendant un an. C'est-à-dire que l'émotion n'entrait pas. Mais même malheureusement, je suis passée à côté dans le sentiment de tellement de messages gentils de lecteurs qui ont adoré mon livre. Je les lisais, c'est-à-dire que sincèrement, je lisais, je disais, oh, c'est gentil, c'est bien écrit en plus, ils sont sympas. Clique, on pose. Et en fait, c'est comme ça que je réussissais à. Et ma psychothérapeute me l'a fait remarquer, elle m'a dit, on l'a analysé ensemble parce que je lui ai même dit que tout devenait machinal. Elle me disait, est-ce que quand vous prenez une douche, vous avez conscience que vous prenez une douche et que l'eau coule sur vous? Je lui dis non, pas du tout. Je prends une douche, je me savonne, machin, je me sèche, bam, c'est fini. Et en fait, je dissociais au fur et à mesure de plus en plus, de plus en plus, comme ce que je fais quand bah, je dois recueillir le témoignage de victimes de violences abominables et que bah, Ouais, je dissocie pour que l'empathie ne me fasse pas fondre en larmes devant une personne qui me raconte la torture qu'elle a subie. ouais, c'est vraiment intéressant parce que vous savez, dans un épisode, une émission précédente, j'ai fait un entretien avec Verouchka Lieutenant-Duval, qui est très connue Oui. au Québec parce qu'elle avait utilisé le mot haine dans le cadre Mhm. d'un cours. Et puis, il y a eu tout un échange public. Puis c'est exactement ce qu'elle décrivait, c'est que avec tout ça, on apprend à se couper de ses émotions, mais aussi il vient un moment où, quand tout se résorbe, on n'arrive plus à ressentir non plus la haine, puis les émotions, disons, négatives, mais on n'arrive plus à ressentir le plaisir du Mhm. tout. On est comme Non, un robot sur le pilote automatique, donc c'est très similaire. c'est tout à fait. Et puis, elle disait qu'une des grandes épreuves pour elle, c'était essentiellement de réapprendre à vivre, hein, donc Mhm. profiter du bonheur. Donc, c'est un peu un processus similaire à ce que vous avez. En tout cas, vous avez énormément de courage. Bravo. Je vois le temps qui Merci. j'ai déjà abusé de votre temps. Je vais me permettre peut-être deux questions, si vous permettez. Euh, Maintenant que vous êtes plongé dans le monde du wokisme, et puis maintenant que vous en êtes ressorti aussi, vous avez eu le temps d'y réfléchir. Selon vous, à quoi sert, ou surtout peut-être à qui sert le wokisme? Ah, très bonne question. Je pense que le wokisme est utile dans le sort où il n'y a pas, là on l'a vu, il y a une étude qui est sortie pour Le Point sur le fait que les plus gros consommateurs de livraison à domicile de nourriture, Uber, ce sont des personnes d'extrême gauche jeunes. Pareil, moi, pendant mon immersion, je n'ai jamais vu autant de derniers iPhone, de derniers, enfin voilà, que parmi ces militants-là. Donc en fait, je pense que ces anticapitalistes, ça sert encore plus le capitalisme. Mais parce que c'est des personnes qui consomment beaucoup, c'est des personnes, bah, on en parlait, on essayait d'esquisser un petit peu des potentielles pathologies, c'est des personnes qui sortent très peu de chez elles, sauf pour des réunions militantes, mais qui par contre bah, vont regarder énormément de séries, vont beaucoup acheter en ligne, vont être très consommatrices. Et donc peut-être que ça peut servir pour des marques. Moi, je ne peux pas être catégorique là-dessus. En tout cas, c'est ce que je présume. Oui, Et puis, peut-être faire un peu de pouce là-dessus. Vous disiez qu'il y avait des gens, justement, certains de ces militants-là qui affichaient leur liste de souhaits pour les cadeaux de Noël, pour tout que. à fait, oui, c'est des wish list. Et c'est beaucoup des personnes trans, j'ai remarqué, qui disent, bah voilà, vous êtes tellement privilégiés, en fait, que bah, ça serait bien que vous redonniez un petit peu de votre argent. Donc, je vais faire une liste de cadeaux que j'aimerais avoir.
Et du coup, bah, vous allez pouvoir me les payer. Et en fait, les gens le font, hein, en toute Ouais. sincérité, ils le font, ils font des appels. Alors aussi, beaucoup, c'est des personnes qui disent, bah voilà, moi, ma transition me coûte cher. Ça, j'ai jamais trop compris pourquoi, parce que je sais qu'en France, c'est quand même remboursé. Je pense que c'est peut-être, je crois que c'était si les personnes veulent s'acheter pour des femmes trans des nouveaux vêtements, des choses comme ça. Mais en tout cas, elles disent, moi, je suis précaire, donc je veux que vous me donniez des sous pour pouvoir m'acheter ça. Et en fait, ils font des listes et du coup, les gens leur donnent et en fait, ils expient un peu leur culpabilité parce que les discours sont souvent très culpabilisants. Moi, je suis précaire, je souffre, je vais mal, donnez-moi de l'argent parce que bah, vous êtes privilégié. Et du coup, bah, les gens donnent. Ouais, avez-vous l'impression que c'est un peu comme si ces personnes-là n'arrivaient pas, puis je vais peut-être faire un parallèle rapide avec les passages où vous parlez de l'Université Paris-8, mais avez-vous l'impression que ces personnes-là n'arrivent pas, tout simplement pas par les canaux, les mécanismes habituels à faire valoir à obtenir une certaine reconnaissance ou à faire valoir leur expertise, donc c'est la façon qu'ils ont trouvé de le faire un peu? Puis là, je vais me permettre peut-être un commentaire, mais puis vous me direz si je fais un faux pas, mais quand vous parlez, par exemple, des professeurs qui vous ont enseigné, il y en a un ou deux que vous mentionnez, il y a aussi une sociologue que vous mentionnez dans votre livre. Ce sont des gens qui ont des propos très woke pour la plupart, mais qui, quand je regarde, vous savez, dans mon domaine en recherche ou dans le milieu universitaire, c'est très difficile de savoir, de connaître l'impact d'un chercheur, par exemple, sur la communauté. Mmh. C'est extrêmement difficile. On a des indices. Donc, un des indices, c'est ce qu'on appelle l'indice H, qui est un D'accord. indice qui rend compte du nombre de citations qu'on peut avoir, par exemple, dans le milieu universitaire. Ah, Une personne qui serait très connue, qui aura un impact important, soit à raison ou à tort, parce qu'on peut être cité parce qu'on a tort, aurait finalement un facteur H qui serait élevé, donc plus élevé. d'accord. Et puis, un facteur de zéro, c'est que finalement, tout le monde se fout un peu de ce qu'on peut faire. Ils ne prennent pas la peine de souligner, de construire sur les fondations qu'on met de l'avant, les fondations scientifiques, mais ils ne prennent pas le temps non plus de critiquer nos travaux tellement ils les trouvent insignifiants. C'est un peu ma façon de les résumer. Et puis, je regardais donc ces professeurs qui vous ont enseigné, et puis j'ai regardé leur facteur H, leur indice H, et puis on est dans des facteurs de 1, 2, 3, Ah, c'est donc pas beaucoup alors. extrêmement bas. Donc, ça veut dire que ce sont des gens qui, sur le plan de la communauté scientifique internationale, ont très peu d'impact. Les gens ne portent pas d'attention à leurs travaux. Ah, c'est intéressant. Je fais un parallèle avec certains collègues que je considère, moi, plus haut dans mon département, peut-être une personne ou deux en particulier, qui ont aussi très peu de visibilité en termes de contributions scientifiques et qui, incidemment, se retrouvent avec les plus hauts. J'ai l'impression que c'est un peu le même mécanisme, Mmh. parler plutôt avec les wish lists, les listes de cadeaux, c'est-à-dire que c'est une occasion pour ces personnes d'enfin avoir une place au soleil. Il y a toute une mouvance qui vient les soutenir, mais dans les faits, ces personnes, je pense, n'arrivent pas à contribuer à la hauteur des attentes à travers les mécanismes, en utilisant les mécanismes habituels. Donc, dans un cas, ça serait l'expertise, les publications scientifiques, l'obtention de fonds de subvention. Est-ce que ça vous fait réagir, ce que je dis? Oh! Alors non seulement ça me fait réagir, mais absolument tout le long où vous avez parlé, m'est venue l'image des influenceurs militants. Et c'est exactement ça à quoi me faisait penser et c'est quelque chose que j'ai vu apparaître, sur les réseaux sociaux, en tout cas français. Ce sont de plus en plus de militants qui sont énormément suivis sur les réseaux sociaux et qui du coup commencent à en vivre. Ils vivent juste de leur militantisme, chose qui normalement ne va pas avec l'aspect anticapitaliste des luttes, et qui disent, bah voilà, ils font des partenariats et c'est eux qui vont décréter de se mettre en partenariat avec une marque qui est inclusive, qui veut lancer telle ou telle chose et qui vont proposer des codes promo, prendre de l'argent sur ça et qui vont être le premier à dire, bah voilà, moi je et se gargariser au moins que leur militantisme, ça ne suffit plus aujourd'hui de faire des actions militantes et d'être dans la rue. Maintenant, ce qui parle, c'est quand on en commence à en vivre et que financièrement on s'en sort et qu'on est une énorme communauté. Et d'ailleurs, et c'est drôle parce qu'ils s'expriment par nombre d'abonnés qu'ils ont. Et c'est un petit peu ce sentiment que j'ai avec, mais à moindre mesure, qui ne serait pas 2.0 pour les professeurs dont vous parlez, ce fameux indice H. Oui, c'est ça. C'est intéressant. Une dernière question. Une dernière question. À la toute fin de l'ouvrage, vous dites, là, je vais prendre le temps de vous citer, parce qu'on croit tellement à ce que l'on veut défendre, on est prêt à certaines compromissions, certaines hypocrisies, finalement, une certaine malhonnêteté intellectuelle. Vous dites, et ça, on ne peut plus le tolérer, il faut vraiment retrouver un discours qui permette de remettre les pendules à l'heure. Alors, ma question, c'est celle-ci, c'est quoi ce nouveau discours selon vous?
C'est pas un nouveau discours, je crois que cette personne qui tient cette citation, c'est Arnaud Abel, qui est LGBT, qui est militant LGBT, et qui a fondé une association universaliste, laïque, républicaine, qui s'appelle Fierté citoyenne, Mhm. euh, pour, euh, pour tenir un discours qui est le mien, qui est un discours universaliste. Ce discours universaliste est bien plus présent, bien avant que l'intersectionnalité. Donc ça, l'intersectionnalité, on pourrait en parler des heures, mais c'est la doctrine de ces militants, qui est de ne parler que par privilège et oppression. Je fais très vite, mais on peut trouver un historique beaucoup plus long que c'est l'intersectionnalité. En fait, ça vaut peut-être la peine, je sais que j'abuse de mon temps, mais Non, je peut-être t'en prie. 30 secondes pour en parler. Donc, l'intersectionnalité, c'est l'idée que, en fonction des différents groupes auxquels on peut C'est appartenir, ça. on est plus ou moins victime de discrimination et ainsi de suite. Donc, si on est par exemple un Une homme, femme noire, noir, on est violenté. C'est Kimberly Crenshaw qui l'a expliqué, qui est la première à avoir expliqué ce terme-là, qui disait que justement, on souffre et du racisme et de la misogynie, mais et en plus du fait d'être une femme noire. C'est-à-dire qu'on est à l'embranchement de plusieurs discriminations et de plusieurs oppressions. Et en fait, c'est un outil qui est aussi sociologique, hein, pour les sociologues, mais qui va être vraiment utilisé dans le discours militant en disant, en fait, il faut prendre conscience de toutes les souffrances que l'on peut et de toutes les discriminations que l'on peut subir et en fait les lister. Euh, et voilà, et en fait, en gros, moi, pour répondre à votre question, nous, l'universalisme, en fait, au-delà de nous, on ne voudrait pas proposer enfin, envers et contre tous, une exigence à la différence, mais on veut plutôt proposer un droit à l'indifférence. Et c'est cette chose-là que j'ai entendue hurler sur moi pendant la Pride radicale par ce militant LGBT et racisé, c'était de dire, mais moi, je veux juste me balader incognito dans les rues de Paris avec mon compagnon sans qu'on me regarde, qu'on m'insulte et qu'on me tape. Et aujourd'hui, vous, sous prétexte de lutter contre le racisme, vous nous séparez. Et c'est ça, mhm. en fait, moi, pour moi, il a plus que bien résumé ce qu'est l'universalisme. C'est le droit à cette indifférence. Et le problème, c'est qu'on l'a aujourd'hui à son paroxysme, est sorti en France. Alors, pour vous expliquer, ce militant Arnaud, lui, il fait partie des militants homosexuels qui a subi l'homophobie. Ils sont beaucoup à témoigner pour moi dans mon livre d'une homophobie atroce qu'ils ont pu vivre. Et on sait malheureusement que le principe même de l'homosexualité, c'est de ne pas avoir choisi d'être homosexuel. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'homosexuels qui disent à travers le monde, si seulement je pouvais être hétérosexuel pour pas m'être fait tabasser par mon père toutes ces années. Mhm. En France est sorti un ouvrage que j'ai lu, hein, qui m'a été bien conseillé par des militants avant l'immersion, qui s'appelle Comment devenir lesbienne en 10 étapes. Et en gros, bah, on le voit avec tout à l'heure quand vous disiez, on parlait des groupes, et justement, ce livre-là, il y en a un autre de Juliette Drouard qui s'appelle Sortir de l'hétérosexualité. En fait, c'est qu'on vient nous donner des conseils euh, pour pouvoir ne plus être hétérosexuel et pouvoir choisir d'être homosexuel, parce que dans les couples hétérosexuels, on subira forcément des violences en tant que femme et du patriarcat, et que donc il vaut mieux sortir de l'hétérosexualité. Et d'ailleurs, à Rennes, quand j'étais en manifestation, il y a des affiches qui étaient vendues et qui disaient l'hétérosexualité est un choix, et en gros, ça permet, et on Mhm. voyait, ça disait, mais choisis, fais le bon choix. En gros, et on voyait une femme qui donnait un coup de pied à son mari pour pouvoir s'en libérer. Et en fait, c'est là où je me rends compte qu'on en vient au pire de cette intersectionnalité, c'est en venir à dire qu'on peut choisir d'être homosexuel. Et c'est Ouais. ça, pour moi, je pense qu'on va au plus loin et au plus grave et au plus dangereux pour l'homophobie, en fait. Que Exactement. Si ça fonctionne dans un sens, ça fonctionne dans Bien l'autre. sûr. Et c'est la porte ouverte, le boulevard ouvert aux thérapies de conversion, en fait. Exactement, exactement, c'est tout à fait terrible. Donc, le droit à l'indifférence. Voilà, c'est ça. Très bien. Merci pour un entretien formidable, Merci. tout à fait formidable. Je vous souhaite de tout cœur un franc succès avec vos prochains projets et puis j'espère qu'on aura peut-être l'occasion de se rencontrer quand vous ferez un Ah bah, tour. j'espère. Bah, c'est un de mes rêves de venir justement au Québec, donc avec grand plaisir. Parfait. Merci beaucoup, Nora Bussini. Merci.